Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, Patrick Duché nous présente le 11e épisode de la saga de Peter Gabriel. Catherine Desormières, elle en est au numéro 10 de sa question « Où sont les femmes ?». Elle s'intéresse à Orlan, une mutante. Quant à Annie Drogout dans ses lieux dit, elle interviewe Sylvain Astonia, bassiste d'un groupe rock and pop, composé de 3 musiciens. Musiculte saison 4, c'est la saga Peter Gabriel en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 11, Sans devant derrière, consacré à la tournée Back to Front qui s'est déroulée entre 2012 et 2014. Nous le savons maintenant, Gabriel n'est jamais là où on l'attend. Quand les fans ont découvert que le chanteur montait une tournée marquant les 25 ans du mythique album So, certains furent un peu ébahis, surtout qu'il ne semblait pas spécialement enclin aux commémorations. De mauvaises langues prétendront qu'une offre sonnante et trébuchante aurait accéléré la prise de décision du barde de Bath. Celui-ci mit un point d'honneur à remonter le groupe de la tournée de 86-87, à savoir les fidèles Manu Katché à la batterie, Tony Levin à la basse, David Rhodes aux guitares et le claviériste de jazz rock David Sancious qui faisait aussi partie de l'aventure initiale. Gabriel ajouta 2 choristes, Jenny Abrahamson et Linnea Olson, qui ont par ailleurs fait la première partie du Back to Front Tour. L'album devait être joué dans l'ordre de publication des chansons sur le disque. Comme lors des tournées Growing Up et Still Growing Up, chaque concert fit l'objet d'un enregistrement brut de décoffrage dans le cadre de la série des Encore. Alors, quel intérêt ? Du point de vue artistique, absolument aucun, car sur les 9 morceaux que compte So, il n'y avait guère que We Do What We're Told et This Is the Picture que Gabriel ne jouait plus en live. Le premier cité ayant été largement interprété dès 1980, même si le morceau n'avait pas été gravé à l'époque. So, what the fuck ? Comme toujours avec Gabriel, il fallait s'attendre à de l'inattendu. Votre serviteur s'en est rendu compte lors du concert de Genève le 8 octobre 2013. Tout d'abord, les 9000 personnes ont droit à un concert en 2 parties. La première, jouée en acoustique, débutait toute lumière allumée avec un titre inédit, Oh Pat, qui s'est ensuite appelé Daddy Longlegs, à moins que ça ne soit l'inverse, et qui est devenu 10 ans plus tard Playing for Time sur l'album I.O. Le public avait ensuite droit à Come Talk to Me, Shock the Monkey et Family Snapshot, avant de basculer vers l'électricité avec de grands classiques
tels que Digging in the Dirt, Secret World, Family and the Fishing Net, Darkness parfois, No Self Control, Games Without Frontiers, Salisbury Hill, Washing Underwater ou Humdrum, ainsi qu'un titre resté inédit à ce jour, Why Don't You Show Yourself. Un autre titre resté inédit était What Lies Ahead, qui fut inspiré d'une mélodie du jeune fils de Gabriel, Isaac, et que le trompettiste italien Paolo Fresu a réinterprété à sa manière. Plusieurs énormes grues armées de projecteurs meublaient une scène finalement assez dépouillée. On retiendra la version acoustique particulièrement inspirée de Shock the Monkey, avec le riff de guitare joué par David Sancious et Gabriel se laissant aller à de petits mouvements d'épaules très funky. Au final, la tournée s'est étalée sur 2 ans, du 9 septembre 2012 au 10 décembre 2014, soit 16 concerts en Amérique du Nord et 51 en Europe. À l'issue de la tournée, le concert est sorti en DVD et Blu-ray, contenant la captation de concerts londoniens joués à la O2 Arena, et a fait l'objet d'une publication en un luxueux coffret comprenant aussi un épais livre de photos de 60 pages. L'occasion également de ressortir l'album So dans un autre luxueux boîtier collector d'un blanc immaculé, avec quelques rares chutes de studio, un documentaire, divers goodies et le concert de 1987 à Athènes. À noter qu'un concert prévu à Kiev le 8 mai 2014 avait dû être annulé à cause d'un vaste mouvement de protestation dont le point d'orgue eut lieu sur la place Maïdan. Ce soulèvement prit le nom de Révolution de la dignité pour exprimer le souhait des citoyens de voir leurs droits respectés et une démocratie s'installer. Le concert du 26 novembre a également été annulé car Gabriel avait perdu sa voix, qu'il avait retrouvé 2 jours plus tard pour une série de plusieurs concerts importants en Grande-Bretagne. Ce matraquage commercial un peu too much permit sans doute au chanteur de financer la suite de ses productions en studio, et c'est tant mieux, car les fans durent attendre quasiment 10 ans avant d'entendre de nouvelles chansons. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai le mois prochain. Avant cela, pas de Sledgehammer, mais une version particulièrement poignante de Mercy Street que Gabriel interpréta comme en 87, couché sur le sol et encerclé de menaçants projecteurs.
L'épisode 12, le dernier de notre saga Peter Gabriel, traitera du dernier album en date, I.O., le premier avec de nouvelles chansons depuis 2002. Mais d'ici là, bonjour chez vous. Dix minutes chronique. Notre dernière émission présentait un rapide aperçu du nu féminin figuré par les artistes femmes dans l'art de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Les artistes féministes des années 80 ont décidé que leur propre corps allait remplacer toutes les jolies formes que les hommes avaient eu tout loisir de peindre et de sculpter pendant plusieurs siècles. À nous, ont-elles dit. Et bien loin de montrer des silhouettes parfaites et de délicieuses courbes, elles se sont acharnées à se montrer de la manière la plus crue, se servir de leur corps, non pas comme d'un bel objet, mais comme d'un moyen d'expression, vecteur de leurs revendications féministes. De modèles, elles devenaient actrices, créatrices. Ainsi, ce qu'elles montraient, leur peau, leur intimité, était leur médium, celui qui leur donnait la plus grande liberté au plus près de leur personne. De toutes ces femmes, certaines n'ont pas hésité à se servir de leur chair dans les performances d'art corporel, parfois poussées à l'extrême, où la souffrance se met en scène, où la blessure même devient l'œuvre sous l'œil du public. Parmi les artistes de sa génération, l'une d'elles est allée encore plus loin dans sa pratique artistique. Il s'agit d'Orlan, née en France, à Saint-Étienne, en 1947. Elle définit son œuvre comme une mise en question des pressions sociales, politiques, religieuses, qui font violence au corps, et en particulier au corps des femmes. Je me présente. Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en capitale parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Je suis une artiste qui n'est pas assujettie à une pratique artistique, quelle qu'elle soit, ou à une technologie, qu'elle soit actuelle ou ancienne, ce que j'aime. Et j'en ai la prétention, c'est de dire des choses très importantes pour mon époque, tout en gardant une distance critique avec des phénomènes de société actuels. Ne jamais se soumettre, être libre, c'est ce qu'elle fait à sa manière et de toutes les manières. En 1977, pendant la Foire internationale d'art contemporain à Paris, elle fait scandale avec la performance Le baiser de l'artiste. Elle est assise, le haut de son corps recouvert par une photographie de son buste nu, et elle propose aux visiteurs soit de lui acheter un baiser pour 5 francs, ou bien d'offrir un cierge à un portrait en pied d'elle-même, travestie en Madone. La femme sacrée et la femme objet, ainsi associées, provoquent un scandale. Orlan est chassé de la FIAC. C'est un épisode marquant de sa carrière. Celui qui est régulièrement évoqué à son propos et associé à un désir de provocation. Pourtant, quand on lui pose la question, Orlan répond que la provocation pour elle n'est pas une fin en soi. C'est le fait d'utiliser la liberté et la singularité qui est souvent interprété comme de la provocation. Elle ajoute que son travail dénonce les pressions sociales, culturelles, politiques et religieuses, et pose la question du statut, du corps, oppressé par la société. Auparavant, elle avait déjà démontré cette volonté de casser les codes, comme on le voit sur cette photo en noir et blanc de 1965, où, nue, masquée, recroquevillée derrière un magnifique cadre, elle s'en échappe, ses jambes déjà à l'extérieur, comme elle passerait par une fenêtre pour s'évader. Sortir des cadres est sa devise, jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1990, elle commence une série de performances où elle est filmée au plus près pendant une opération chirurgicale. Éveillée, c'est elle qui dirige les modifications de son visage. On ne sait qui de la chirurgienne ou de l'artiste assiste l'autre. Plusieurs interventions sont retransmises en direct par satellite dans des lieux d'art. Des vidéos pourront être ensuite vues par le public dans des expositions.
Le manifeste de l'art charnel, publié en 1992, donne l'interprétation de son travail. Elle y met en question les codes de la beauté féminine et la violence qui les accompagne, tout en affirmant la possibilité d'être l'auteur de son propre corps. Elle souhaite que cette action fasse de son corps un lieu de débat public. Depuis 1998, elle utilise l'imagerie numérique en mêlant son propre visage à des œuvres de l'art précolombien, africain, chinois et aussi de portraits d'Amérindiens. Ses compositions de visages hybrides estompent les distinctions ethniques, sexuelles, religieuses ou artistiques. Derrière ces créations multiformes et successives, on ne peut toutefois oublier la femme qui se soustrait derrière sa propre image. La question se pose, que dit ce choix artistique ? Peut-être est-ce la tentative d'être et n'être jamais la même, dessus, dedans. Je ne désire pas une identité définie et définitive, dit-elle. Je suis pour les identités nomades, multiples, mouvantes, mutantes. Orlan a choisi d'être extravagante, plutôt qu'être accomplie dans une représentation de soi, dans une identité, et cataloguée. Sortir des cadres, c'est bien ce qu'elle dit. Elle construit son œuvre comme un rempart contre tous les stéréotypes. Elle ajoute cette phrase énigmatique. « Je n'ai jamais la peau de ce que je suis », comme un indice du motif profond au cœur de sa pratique.
Orlan est un texte, et c'est elle qui l'écrit. Elle abandonne des morceaux de son visage, de sa chair, les remplace, les déplace, en crée de nouveaux. Puis mêle son image à d'autres, et dans ces métamorphoses, les mots qui pourraient la décrire s'effacent, disparaissent, pour laisser la place à d'autres mots, d'autres descriptions, qui énoncent un récit provisoire à l'infini, celui d'une personne nommée Orlan, ce nom qui en cache un autre. Ce que recouvrent ces masques n'appartient qu'à elle et nous reste inconnu. Ce qui restera d'elle, ce sont les représentations multiples et les mots qui racontent une enveloppe et ses mutations. L'artiste, le créateur, a ce pouvoir de ne laisser de son passage que des images et un mystère. « 10 minutes chroniques vous retrouve le 19 novembre dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Sylvain Astonia qui donne son parcours. Oui, bonjour. Le parcours Astonia, écoutez, c'est très simple. Il y a une vingtaine d'années, un de mes neveux voulait faire de la musique. Il m'a demandé de lui filer un petit coup de main. Il a arrêté la musique et les gens qui faisaient de la musique avec nous sont restés. Et il y a 20 ans, on s'est retrouvés à 3 et la belle aventure a démarré. Donc voilà. Alors, donc vous êtes 3, vous êtes chanteurs tous ou musiciens Alors, la formation est la suivante. Jérémy est le guitariste-chanteur d'Astonia. Fredo est le batteur, j'en suis le bassiste. Mais 3 musiciens, mais il y a aussi 3 personnes dans l'ombre qui sont hyper importants et sans eux on aurait du mal à proposer nos concerts. C'est Franck qui est aux manettes au son, Momar qui est lui au niveau des lumières et puis Thierry qui est notre régisseur-manager qui nous file des gros coups de main. Vos morceaux, vous les faites vous-même ou vous les achetez Alors, on écrit nos morceaux nous-mêmes. Nous sommes auteurs, compositeurs, interprètes. Et il est évident que Jérémy écrit un peu plus de textes dans la mesure où il est guitariste et il apporte la mélodie. Mais il m'arrive de lui apporter un texte ou de l'écrire avec lui. Fredo, lui, n'est vraiment basé que sur la musique. Et de temps en temps, il y a quelques personnes qui peuvent nous proposer des textes. C'est arrivé avec Dominique Delahaye pour les paroles Polaroid Rock et puis Sébastien Robinet qui nous a offert 2 très jolis textes dont Enferme-moi qui a été réécrit plusieurs fois. De quoi parlent vos morceaux ? Notre écriture est basée sur les relations humaines, sur des tranches de vie, sur éventuellement des conflits entre individus, des problèmes de couple, des problèmes de rencontre, des problèmes d'étouffement. C'est pas toujours très gai, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les textes sont en français ou en anglais ? Alors depuis peu, on écrit quelques chansons en anglais. Jérémy a accepté son accent anglais, qui est vraiment très bien. Donc on a des textes en anglais. On a commencé en français et maintenant on se tourne vers l'anglais. Ça permet d'avoir une autre ambiance, un côté peut-être un peu plus rock. Des CD ? On a produit des CD, des albums, on a fait 3 albums, on a fait plusieurs EP, on a arrêté pour le moment la production d'objets physiques. Chaque titre est mis sur les plateformes de façon dématérialisée, puisque la musique se consomme différemment aujourd'hui. Souvent, ces titres sont accompagnés de clips vidéo. Et vous faites vous-même vos clips ? Alors, les clips sont faits, oui, alors on fait appel à des professionnels de l'image, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de filmer,
capter les images et surtout de les monter. Ce qu'on fait, on apporte souvent un storyboard pour la chanson qui va être mise en image. Et puis, on a un regard là-dessus, mais on fait appel à des pros pour tout ce qui est montage. Oui. Et on vous retrouve sur toutes les plateformes? Alors oui, on a signé il y a quelques années maintenant, je pense une quinzaine d'années, auprès de Believe, qui nous permet d'être accessible à tous sur Spotify, iTunes et j'en passe, quoi. Vos activités? Alors nos activités, on a chacun un job à côté. On n'est pas musicien professionnel, on n'est pas intermittent du spectacle. On se détermine comme des amateurs avisés, mais on a des jobs à part qui vont du commerce à l'artisanat, voilà. D'accord. Est-ce que vous m'avez parlé de arcade? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, comme tout groupe musical, on a besoin d'endroits pour pouvoir se retrouver et faire de la musique. On a opté pour un endroit où il y a des studios de répétition, où il y a parfois du matériel mis à disposition. On a commencé ici au Havre avec les studios de Tourneville, et on s'est retrouvé à un moment donné à Gravenchon, où là il y a une salle de musique actuelle. Je sais pas si c'est une salle de musique actuelle, mais il y a des studios de répétition et il y a une scène avec une salle de 400 places, et on est là-bas depuis une dizaine d'années. Ouais. Est-ce que vous acceptez toutes les salles pour chanter? Alors, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des endroits qui nous reçoivent. Par contre, on a fait un choix d'essayer d'aller à des endroits où le public va pouvoir écouter, voir de façon correcte ce qu'on peut leur proposer. On a joué dans les petits bars du coin. On évite maintenant d'y aller parce que c'est pas agréable du tout d'avoir une batterie très forte dans les oreilles pendant 1 heure dans un petit endroit. Donc on opte plus vers des salles dignes de concerts un peu plus amplifiés avec de la lumière, et puis les festivals. Je ne vous ai pas demandé d'où venait Astonia, l'origine de ce nom. Alors l'origine, il est très local. Astonia, c'est le nom de libération de la ville du Havre pendant la libération de la Normandie en 1944. Il y avait l'opération Overlord et plus spécifiquement Astonia pour le Havre. D'ailleurs, il y a un char à Fontaine-la-Mallée où il y a marqué Astonia dessus. Je lisais ce bouquin, Le Havre à feu et à sang, 1944, où c'était l'histoire de la libération par les alliés de la ville du Havre. Et Astonia, phonétiquement, le nom était joli et pas trop guerrier. Donc, étant havrais, on a opté pour ça et c'est resté. Ça fait 20 ans maintenant. Ce serait dommage d'en changer. Vos projets? Alors, nos projets, ils sont d'essayer de jouer plus souvent, mais bon, on a déjà quelques pistes bien avancées sur 2024. C'est prévu qu'on soit sur festival dans la région, en Bretagne. On doit être sur Pavie en début d'année. Bon, avant 2024, il y a dans 10 jours, justement à l'Arcade, le 4 novembre, notre concert avec un groupe d'Orléans qui s'appelle La Jarry. D'ailleurs, je vous invite tous à venir, hein. La salle est belle, et puis c'est 20 ans à la maison pour nous. Est-ce que vous avez des rêves? Plein. Mais bon, le rêve musical, c'est d'essayer de partager notre univers, l'univers Astonia, avec le plus grand nombre, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer dans des belles salles, dans des stades. Non, j'exagère. Oui, c'est ça, c'est de partager avec le plus de monde. Bien qu'on ait déjà, petite anecdote, joué au Stade de France. Je crois qu'on est le seul groupe havrais à avoir joué au Stade de France il y a quelques années. À quelle occasion? Alors c'était le départ du 4L Trophy, c'est-à-dire les 4L qui vont au Maroc porter des fournitures scolaires aux gamins. Et on nous avait demandé si on était prêt à venir faire un concert au Stade de France lors du village départ. Vous avez dit non. On a dit non. Donc on s'est retrouvés au mois de février au Stade de France. Il faisait froid devant des équipages et des 4L. Donc c'était... Ça devait être quelque chose de fou. Oui, c'était très 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 sympa. Ça a vraiment été un chouette de moment.
m'offres ton cœur pour camisole. Je n'ingurgite aucun médoc. Pourtant je me tape de mauvais tripes. Une chose est sûre, c'est que je flotte. Je tombe dans le vide sans élastique. Attrape-moi, enferme-moi à double tour entre tes bras. Attrape-moi, diagnostique-moi. Je suis fou, dingue de toi. Votre place dans la culture, vous disiez, vous parlez de grains de sable, de... Ouais, alors aujourd'hui, on a parlé de notre place. Je sais pas si on peut être. On est animateur culturel. On essaie d'apporter quelque chose. Passeur de culture. Créateur également. Créateur de culture. Alors, la création de culture, elle est particulière à mon sens, mais peut-être plus passeur que créateur. Aujourd'hui. On est là, on essaye d'offrir quelque chose et un grain de sable pour éviter peut-être avec notre univers que tout soit formaté, uniformisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de choses qui se ressemblent, comme de tout temps, et peut-être que la nôtre est peut-être has-been par rapport à ce qui se pratique, mais justement, elle est encore là. Et puis, ça peut permettre à certains de se dire, ouais, il y a ça aussi. Donc, plus passeur de culture. Ouais. Et votre définition de la culture? C'est ma définition de la culture. Je sais pas trop comment vous dire. La culture, c'est tellement large. Le spectre est monstrueusement important. Donc, la culture, elle est indispensable. C'est vital. Après, quand je dis que c'est vital, je pense que j'ai tout dit. On en a absolument besoin. Et voilà, il faut continuer. C'est un poumon, c'est un... Oui, c'est vital. Vos adresses, là où on peut vous joindre? Alors, pour suivre Astonia, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous pouvez écouter notre musique. Après, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc il y a un Facebook Astonia, il y a un Instagram, Astonia Musique. L'Instagram, c'est la même chose. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Astonia Musique.
Donc je vous invite à aller vous y abonner, vous mettez un petit j'aime et puis... Astonia Music, c'est une chaîne YouTube. Voilà, sur YouTube Astonia Music, sur Facebook Astonia Music, sur Instagram Astonia Music. Et là, vous avez toutes les informations sur la vie de la formation, sur ses concerts, sur ses sorties de morceaux, de clips, etc. Une adresse mail. Management Astonia, tout attaché en minuscule, @free.fr. N'hésitez pas, hein, c'est moi qui réponds. Et je vous invite à aller le 4 novembre à l'Arcade. Là, je crois que la musique, ça se vit plus que ça s'écoute, bien évidemment. Mais des artistes sur scène, c'est tellement important là, sur les festivals, il faut aller les voir, mais ça marche bien. Eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à vous remercier. Mais c'est moi qui vous remercie au nom de mes petits copains qui sont au boulot. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, à très bientôt, je l'espère. Moi aussi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. De même. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez des rendez-vous le 25 ou le 26 novembre, le 25 à 20h30, le 26 à 18h, c'est au théâtre Tadam, rue Michelet, c'est un concert de Job. Sa dernière chanson porte sur le harcèlement scolaire, elle a été écrite avec une classe de CM2, Les mots qui blessent. Elle est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming. Je vous invite à vous procurer notre dernier journal et bien sûr à adhérer ou à réadhérer. Merci.